très simple. Le slogan de ce grand rassemblement, c'est Make Europe Great Again. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction à vouloir rendre sa grandeur à l'Europe tout en copiant, presque mot pour mot même, le slogan de Donald Trump? Oui, je crois que c'est un petit clin d'œil de Santiago Abascal compte tenu de l'élection de Donald Trump, mais en réalité ça dit une chose, ça dit que le retour des États-Unis comme puissance nationale doit entraîner évidemment un retour des nations européennes et donc l'abandon de toute une série de politiques qui ont été des politiques d'affaiblissement de l'Europe. Voilà, moi je crois que la puissance de l'Europe tient dans la puissance de ses nations et que l'Union européenne, qui est une superstructure technocratique, n'a accouché que de normes, d'un affaiblissement, d'une désindustrialisation, d'une décroissance. Voilà, il est temps en réalité de se servir de ce défi, de ce challenge, de cette concurrence même que va représenter les États-Unis pour prendre à nouveau les bonnes décisions. Mais est-ce qu'on ne peut pas voir dans ce slogan une forme d'allégeance aux États-Unis? Et deuxième question, est-ce que vous êtes en accord avec les positions très controversées de Donald Trump, présence notamment sur Gaza? Non mais attendez. Non mais la France peut pas être assujettie aux États-Unis, elle peut pas être la fille des États-Unis parce qu'elle en est la mère déjà, vous voyez, historiquement, donc ça serait quand même un peu compliqué. Donc vous imaginez bien que la responsable politique attachée à la souveraineté que je suis ne peut pas considérer les relations internationales comme des relations d'assujettissement. En revanche, les nations doivent parler entre elles, elles doivent créer à nouveau des relations bilatérales. L'Union européenne nous a empêchés de le faire pendant des années. Et je pense pouvoir dire qu'on est peut-être les mieux placés en France pour pouvoir parler à l'administration de Donald Trump, avec lequel nous ne serons pas toujours d'accord, bien entendu. Mais nous sommes les mieux placés parce que nous savons qu'est-ce qui les motive. Ce qui les motive, c'est une forme de patriotisme, c'est la défense des intérêts américains. Donc quand on est soi-même patriote et qu'on veut défendre les intérêts de la France, on peut très bien comprendre ce que la personne qui est en face de vous a dans la tête. Voilà, moi je crois que ces relations peuvent se dérouler de la meilleure manière qui soit, mais chacun défendra ses intérêts, c'est sûr. Et sur Gaza, quel regard vous portez là-dessus? Écoutez, j'ai même pas réussi à comprendre quel était en réalité l'objectif, donc je vais attendre d'en savoir un peu plus parce que vous savez, Donald Trump, comme j'ai eu l'occasion de le dire, il est très américain, moi je suis très française et parfois il lance des grandes déclarations et on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, donc on va attendre de voir ça. Sur le droit du sol, le Premier ministre envisage un débat sur l'identité nationale. C'est quoi être français? Vous devez être satisfaite de ces annonces qui vont dans votre sens? Non mais stop, on n'est plus au niveau du débat là. Vous voyez, ça fait 25 ans qu'on débat de ça, ça commence à bien faire. Et il y a une chose qui est mieux que le débat, c'est le vote. Voilà. Alors s'il veut, il fait un référendum pour changer la loi, car il ne s'agit même pas de changer la Constitution, c'est uniquement la loi. Est-ce que vous êtes d'accord pour le projet de loi supprimant l'acquisition de la nationalité par le droit du sol? Voilà. Et il fait le référendum. Et on arrête de parler, on arrête de débattre, on arrête de blablater, on propose aux Français de donner leur avis et on le respecte. Moi, il n'y a que ça qui arrivera à me convaincre. Est-ce que vous redoutez justement que certains, au sein du gouvernement, Gérald Darmanin, Bruno Retailleau, marchent sur vos plates-bandes en quelque sorte et occupent votre terrain? On se rappelle de Nicolas Sarkozy en 2007. Est-ce que ça peut être un Non mais absolument, non mais je veux dire absolument pas. D'abord, moi je crains jamais quand j'arrive à convaincre les gens. Je suis plutôt contente. En général, c'est ça l'objectif de la politique, c'est de convaincre les gens. Si on arrive à convaincre ses adversaires, en plus, c'est quand même flatteur. Bon. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il faut voter, il n'y a plus personne. Enfin, je veux dire, ce sont des propositions qui ont déjà été soumises à l'Assemblée nationale. Et tous les gens qui aujourd'hui viennent nous dire qu'ils sont pour, ont voté contre. Et encore, lors du débat d'il y a 2 jours, on a proposé par amendement la suppression totale du droit du sol, ils ont voté contre. Vous voyez? Donc je pense que la différence qui existe aujourd'hui entre les paroles très fortes, très fermes et les actes ont un petit goût de déjà-vu pour les Français. Comment expliquer l'absence aujourd'hui de Jordan Bardella? De qui? De Jordan Bardella. Pourquoi il n'est pas là?
Il n'est pas parce qu'on se partage le travail, vous voyez, on essaye de se partager les responsabilités et de se partager la présence dans les engagements internationaux. Mais je crois qu'il ira d'ailleurs aux États-Unis d'ici quelques temps. Mais on n'a pas le luxe d'être tous les deux au même endroit, même si ça nous arrive et que nous y prenons un grand plaisir. Dans le communiqué est évoqué Donald Trump, mais aussi Milley, avec des politiques économiques très libérales, qui je crois ne sont pas exactement les vôtres. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout. Le sujet, encore une fois, c'est pas d'essayer de détecter dans le monde des clones. Le sujet, c'est d'essayer d'analyser, et je le ferai dans mon intervention d'ailleurs, qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a manifestement un rejet des politiques ou d'une vision dont on a gavé les différents peuples, et pas seulement européens, et qui aujourd'hui reprennent une forme de liberté. Alors ils la prennent en faisant le choix, un coup pour les uns, un coup pour les autres, c'est pas le sujet. Et la question n'est pas de savoir s'ils sont proches ou pas proches des politiques qu'on veut mettre en place, puisque par définition, quand vous êtes souverainiste, vous imaginez bien que chaque pays doit avoir la maîtrise de sa propre politique, qui évidemment correspond à ses propres intérêts. Mais je pense que moi qui jamais ne prendrais Milley comme modèle pour la France, il n'en demeure pas moins qu'il est quand même le symbole d'une forme de liberté que le peuple argentin a souhaité se donner. Et voilà, c'est ça je pense que c'est ça qu'il faut faire, c'est une analyse un peu en hauteur. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans le monde aujourd'hui? Milley, Trump, Orban, Meloni, les résultats, notre parti allié autrichien est en tête, nous sommes en tête. Nos amis flamands sont en tête. Je veux dire, à un moment il se passe quelque chose, il faut l'analyser. Et moi, je crois que c'est une forme de renaissance à laquelle on assiste. Mais quel est le point commun entre vous et Javier Milei? On a vraiment beaucoup de mal à le voir. Pardon? Quel est le point commun entre vous et Javier Milei? On a beaucoup de mal à le voir. C'est normal, parce que je viens d'expliquer qu'il ne faut pas en chercher. Donc n'en cherchez pas. Il n'y en a aucun. Vous n'en trouverez pas. Non, vous n'en trouverez pas. Oui, mais il y a une référence dans le communiqué d'hier à Javier Milei. Oui, mais nous sommes en Espagne, mon cher ami. Vous êtes très très français. Vous avez un cadre français, vous voyez tout français. Mais ici, nous sommes en Espagne, et les relations entre ces deux pays, entre le pays de M. Milei et l'Espagne, sont très fortes. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a des relations personnelles qui existent entre ces dirigeants auxquelles il ne faut pas voir obligatoirement une conséquence politique. Mais c'est vrai que l'élection de M. Milei a étonné, mais l'élection de M. Trump a étonné. Et donc, à un moment donné, ceux qui s'étonnent devraient se poser la question de savoir pourquoi ils sont étonnés. Peut-être n'ont-ils pas la bonne analyse de ce qui est en train de se passer dans le monde. Merci à tous. Merci. Pourquoi les unis avec Mme Biden et Mme Meloni dans le Parlement européen pour changer la politique européenne? Mme Biden est dans un autre groupe et Mme Meloni est encore dans un autre groupe. Mais par définition, dans une assemblée, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou qu'elle soit européenne, on peut très bien se retrouver sur un certain nombre de dossiers. Et le dossier du jour, c'est est-ce que oui ou non, on arrête avec cette dinguerie du Green Deal? Est-ce qu'on arrête avec cette folie furieuse du pacte vert qui a entraîné l'effondrement de notre industrie, qui entraîne une perte de compétitivité majeure de nos industries en Europe par rapport à la concurrence qui, par définition, elle, s'accélère. Voilà. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on peut se retrouver, mais y compris avec un certain nombre d'élus du PPE d'ailleurs, hein, pas seulement avec des élus de CR. Donc c'est exactement, je crois, le cœur, le rôle, en fait, qui est celui de notre mouvement, que d'essayer de susciter des majorités pour rejeter ce qui nous apparaît néfaste au peuple européen. Merci à tous. Au peuple au pluriel. Merci.